Imagine une place poussiéreuse à Springfield, Missouri. Pas de saloon, pas de cachette, pas de ruelle sombre. Juste deux hommes se faisant face, suffisamment éloignés l'un de l'autre pour que la plupart des tireurs n'auraient même pas osé appuyer sur la gâchette. 75 yards séparés, Wild Bill Hickok et Davy Stott. À cette distance, une main tremblante, une mauvaise respiration ou une infime erreur pouvaient décider si une balle allait dans le vide ou mettait fin à une vie. Puis Tutt a sorti son arme. Hickok a sorti son Colt Navy. Mais il n'a pas tiré à l'aveuglette. Pas frénétiquement. Pas comme un homme qui espérait juste de la chance. Il a posé calmement son arme sur l'avant-bras opposé, a pris ce court instant de contrôle et a tiré. Un seul coup. La balle a touché Davis Stott en plein cœur. Une dispute est devenue une légende et James Butler Hickok est devenu, pour beaucoup, le tireur le plus dangereux de l'Ouest américain. Mais c'est là que commence la vraie question. Ce tir était-il vraiment un simple miracle? Ou était-il le résultat d'années de pratique, d'un entretien parfait des armes et d'une familiarité presque troublante avec ses revolvers? Car Wild Bill Hickok n'était pas simplement un homme avec deux pistolets à la ceinture. Il était un survivant d'une époque où une mauvaise gâchette, une charge de poudre humide ou une seconde d'inattention pouvaient être mortelles. Ces armes n'étaient pas des parures. Elles étaient des outils, une assurance vie et un avertissement à la fois. Du Colt 1851, Navy à crosse d'ivoire au Derringer caché, du fusil Winchester au couteau Bowie, Hickok portait sur lui tout un système de défense. Chaque arme avait son but. Chaque arme racontait quelque chose sur l'homme qui la maniement. Et certaines de ces armes l'accompagnèrent jusqu'au jour où ce ne fut pas sa lenteur, mais un tir dans le dos qui causa sa fin. Cette histoire ne porte donc pas seulement sur un coup célèbre de 75 yards. Elle porte sur la façon dont Wild Bill Hickok tirait, pourquoi il faisait davantage confiance à certaines armes qu'à des modèles plus modernes, et comment la technique, la discipline et la violence ont donné naissance à l'une des légendes les plus sombres du Far West. 1. Le tir qui a fait d'Hickok une légende. En 1865, Wild Bill Hickok fit face à un homme nommé Davy Stott à Springfield, Missouri. 75 yards les séparaient. Pour la plupart des tireurs au revolver, c'était beaucoup trop loin. Mais Hickok resta calme, dégaina son Colt Navy et appuya l'arme sur l'autre bras. Puis un seul coup de feu retentit. La balle toucha Davy Stott en plein cœur. Pas de deuxième tentative, pas d'échange de tirs frénétiques, juste un coup précis qui fit connaître le nom d'Hickok dans tout l'Ouest. Mais ce tir n'était pas un hasard. Hickok s'était entraîné pendant des années, connaissait ses revolvers à la perfection et savait comment rester calme sous pression. Alors que d'autres hommes ne montraient leurs armes que pour paraître dangereux, Hickok comprenait chaque détail de ses pistolets. C'est précisément pourquoi ce tir unique est devenu la preuve que Wild Bill Hickok n'était pas seulement craint, mais est devenu une légende du Far West. 2. Pourquoi ce coup n'était pas de la chance. Beaucoup d'hommes dans le Far West savaient dégainer une arme, mais peu pouvaient tirer avec autant de calme que Wild Bill Hickok. Son tir sur Davy Stott semblait presque impossible, mais il ne venait pas de nulle part. Hickok s'entraînait constamment. Chaque jour, il rechargeait ses revolvers, vérifiait la poudre et habituait ses mains à la même prise, au même mouvement et à la même gâchette. Ses célèbres revolvers, Colt 1851 Navy, n'étaient pas de simples armes pour lui. C'étaient des outils familiers. Il savait leur poids en main, la force du recul et la trajectoire de la balle. Des témoins racontèrent plus tard qu'Hickok tirait des bouchons de goulots de bouteilles et faisait rouler des boîtes de conserve sur le sol sans perdre le rythme. C'est précisément cet entraînement qui faisait la différence. Dans un vrai duel, ce n'est pas seulement la vitesse qui compte, mais le contrôle. Hickok ne tirait pas parce qu'il était nerveux. Il tirait parce qu'il reconnaissait le bon moment. C'est pourquoi le tir à 75 yards n'était pas un miracle, mais le résultat de la discipline, de l'expérience et d'une assurance presque troublante avec son arme. 3. Les Colt Navy à crosse d'ivoire. Les armes auxquelles Wild Bill Hickok faisait le plus confiance étaient deux revolvers, Colt 1851, Navy de calibre .36. Ils avaient des crosses en ivoire clair, une forme élégante et tenaient plus facilement en main que de nombreux revolvers plus lourds de l'Ouest. Hickok ne les portait pas simplement parce qu'ils étaient beaux.
Il les portait parce qu'ils étaient rapides, équilibrés et fiables. Ces revolvers avaient un long canon octogonal et étaient étonnamment précis pour les tireurs entraînés. Hickok les portait souvent de manière à pouvoir les dégainer rapidement. Pour lui, ce n'étaient pas seulement des pistolets, mais une partie de son corps. Il les entretenait quotidiennement, chargeait de la poudre fraîche et leur faisait plus confiance que certains hommes à leur meilleur ami. Même lorsque des armes à cartouches plus modernes apparurent après la guerre civile, Hickok resta fidèle à ses revolvers Colt Navy. Il connaissait chaque bruit, chaque poids et chaque faiblesse de ses armes. C'est précisément cette familiarité qui le rendait si dangereux. Gleern. Les armes de dernier recours. Wild Bill Hickok ne comptait pas seulement sur ses 2 revolvers Colt Navy. Dans les villes rudes de l'Ouest, le danger pouvait venir de n'importe quel coin. C'est pourquoi il portait aussi de petites armes, faciles à dissimuler. Celles-ci incluaient des Derringer de calibre .41, de courtes armes à un coup qui tenaient dans une poche de gilet et pouvaient être décisives en cas d'urgence. Plus tard, à Deadwood, Hickok porta également un revolver Smith & Wesson No. 2 de calibre .32 rimfire. Cette arme était plus petite que son Colt Navy, mais elle était pratique et rapide à dégainer. Il possédait en outre des revolvers plus lourds, dont un Colt Army 1860 modifié et des revolvers Smith & Wesson American, que Buffalo Bill Cody et Texas Jack lui auraient offerts. Néanmoins, photos et récits montraient toujours la même image. Hickok resta fidèle à ses Colt Navy. Les autres armes étaient en des sécurités. Sa vraie force résidait dans les revolvers qu'il connaissait depuis des années comme ses propres mains. Sansinki, fusils et couteaux pour la longue distance. Les revolvers étaient les armes principales de Hickok, mais ils ne suffisaient pas pour chaque danger. Quand la distance augmentait, il avait besoin de fusils. L'un d'eux était un Winchester 1866, aussi appelé Yellow Boy, car son boîtier en laiton brillait au soleil. Son système à levier permettait de tirer rapidement plusieurs coups, ce qui était un grand avantage en terrain ouvert. Un fusil Springfield Model 1870, Trapdoor de calibre .50, était également particulièrement précieux pour Hickok. Ce fusil était assez puissant pour les grands animaux et les adversaires dangereux à longue distance. Ce n'était pas une arme pour des duels rapides dans un saloon, mais pour des situations où la puissance et la portée étaient plus importantes que la vitesse. Mais Hickok ne pensait pas qu'aux armes à feu. Si un pistolet échouait ou qu'il manquait de munitions, un couteau pouvait faire la différence. Un couteau Bowie était à la fois un outil et une dernière défense dans l'Ouest. C'est précisément ce qui montrait la façon de penser d'Hickok. Il ne comptait jamais sur une seule arme. Il se préparait toujours au pire moment. Mars 6. Comment James Hickok devint Wild Bill James Butler? Hickok est né en 1837 à Troy Grove, Illinois. Son père, William, était baptiste et aidait les personnes fuyant l'esclavage. Dès son plus jeune âge, Hickok apprit à manier les armes à la ferme. Avec le temps, il devint connu dans son entourage comme un tireur habile. En 1855, il quitta l'Illinois pour le Kansas. Il se retrouva alors au cœur des graves conflits liés à l'esclavage. Hickok rejoignit les opposants à l'esclavage et travailla temporairement comme garde du corps pour le général James H. Lane. C'est à cette époque qu'il rencontra un jeune William Cody qui deviendrait plus tard célèbre sous le nom de Buffalo Bill. Ses premières années endurcirent Hickok. Il apprit que l'Ouest n'était pas un endroit pour les faibles. Pour y survivre, il fallait du courage, de bons yeux, des mains calmes et des armes sur lesquelles on pouvait compter. Chapitre 7. Les combats qui rendirent son nom dangereux. La réputation de Wild Bill Hickok ne s'est pas construite uniquement sur le duel contre Davy Stutt. Dès 1861, son nom fut associé à la violence et à la survie. À la station de Rock Creek, au Nebraska, Hickok fut impliqué dans une dispute concernant la propriété et les dettes. David McInnes arriva avec plusieurs hommes et la situation dégénéra rapidement. À la fin, McInnes et 2 autres hommes étaient morts. Plus tard, les journaux en firent une histoire gigantesque, affirmant que Hickok avait abattu toute une bande. La vérité était plus modeste, mais toujours assez brutale. Hickok avait sorti son arme dans un moment mortel et avait survécu. Après la guerre civile, sa réputation s'affirma encore. À Hays City, puis à Abilene, Hickok travailla comme homme de loi. Ces endroits n'étaient pas des villes tranquilles. Lorsque les cow-boys arrivaient après de longs cattle drives,
Ils apportaient argent, alcool, colère et armes. Dans les saloons, on jouait, on buvait et on se disputait. Un mot de travers pouvait suffire et une main était déjà sur le revolver. Hickok savait qu'il ne pouvait pas résoudre toutes les disputes avec des balles. Souvent, son regard ou son nom suffisait à rendre les hommes plus prudents. Il contrôlait les armes, imposait les règles et montrait clairement que dans sa ville, tout cow-boy ivre ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais le prix à payer était élevé. Chaque soir pouvait se terminer par un coup de feu et chaque homme qu'il désarmait pouvait revenir plus tard. À Abilene se manifesta aussi le côté sombre de sa vie. Lors d'une fusillade chaotique, Hickok tua le joueur Phil Coe. Dans la même confusion, il toucha accidentellement son propre adjoint Mike Williams. Ce moment le hanta. Il montra que même le meilleur tireur, dans le bruit, la poussière et la fumée d'un véritable échange de tirs, ne pouvaient pas tout contrôler. L'Ouest rendit Hickok célèbre, mais lui enleva aussi peu à peu sa paix. Naruto-8, le prix d'une légende. Au fil des ans, Wild Bill Hickok devint de plus en plus célèbre, mais sa vie ne fut pas plus facile. Derrière l'image du pistolero invincible se cachait un homme qui avait trop vu. Il avait tué des hommes, perdu des amis et expérimenté à quel point une seule erreur dans l'Ouest pouvait tout arrêter. La mort de son propre adjoint, Mike Williams, le frappa particulièrement fort, car ce tir n'avait pas été intentionnel. C'était le résultat du chaos, de la fumée et de secondes pendant lesquelles personne ne pouvait clairement distinguer qui était ami et qui était ennemi. Sa santé aussi commença à décliner. Hickok souffrait de plus en plus d'une vue affaiblie. Pour un homme dont la survie dépendait de la précision, de la réaction et d'une vision claire, c'était presque pire qu'une blessure ouverte. Le tireur qui parvenait autrefois à toucher des bouchons de goulot de bouteille réalisa que sa propre vue le trahissait lentement. Malgré tout, il continua de porter ses armes. Ses mains connaissaient toujours les mouvements. La prise du revolver, le fait d'armer le chien, la pression sur la gâchette. Tout cela était profondément ancré dans son corps. Mais l'Ouest changeait et Hickok changeait avec lui. Il n'était plus seulement le redoutable homme de loi. C'était un homme fatigué qui ne pouvait échapper à sa propre légende. Quand il arriva à Deadwood en 1876, il cherchait de l'or, de la fortune et peut-être un dernier nouveau départ. Mais Deadwood n'était pas un lieu de paix. C'était une ville rude, pleine de joueurs, de chercheurs d'or, d'ivrognes et d'hommes promptement offensés. Hickok savait que le danger pouvait y être partout. C'est pourquoi il ne voulait jamais s'asseoir le dos à la porte dans les salons. Il avait survécu trop longtemps pour oublier précisément cette règle. Enquête 9. La mort à Deadwood et les cartes en main. Le 2 août 1876, Wild Bill Hickok était assis dans un saloon de Deadwood, jouant au poker. C'était un moment tout à fait ordinaire, mais précisément de tels moments pouvaient devenir mortels dans l'Ouest. Hickok voulait changer de place pour que son dos soit contre le mur. Il n'avait pas cette règle sans raison. Un homme qui avait survécu à tant d'ennemis, d'envieux et d'ivrognes savait « le plus grand danger ne vient souvent pas de face ». Mais personne ne changea de place avec lui. Alors Hickok resta assis, le dos exposé à la pièce. Dans sa main, il tenait 2 paires, des As et des 8. Puis Jack McCall apparut derrière lui. Hickok n'eut aucune chance équitable, pas une seconde pour sa fameuse réaction, pas un instant pour saisir ses revolvers Colt Navy. McCall lui tira une balle dans la tête par derrière. Ainsi, l'un des tireurs les plus célèbres du Far West ne mourut pas dans un duel, pas en pleine rue et pas les armes à la main, mais par un lâche coup tiré par surprise. Après sa mort, les cartes qu'il tenait en main devinrent célèbres. 2 As et 2 8 furent plus tard appelés la main du mort. Un jeu de poker devint un symbole de la fin de Hickok. Ses armes l'avaient conduit à travers des fusillades, des villes frontières et des années dangereuses. Mais ce jour-là, elles ne purent plus l'aider. Contre un homme qui venait de derrière, même Wild Bill Hickok était impuissant. 10. La vérité derrière Wild Bill Hickok. Après sa mort, Wild Bill Hickok devint plus grand que nature. Journaux, magazines et films ultérieurs firent de lui une figure presque surhumaine. Certaines histoires affirmèrent qu'il avait tué d'innombrables hommes et qu'il était plus rapide que n'importe quel autre tireur de l'Ouest. Mais la vérité était plus sobre, et peut-être justement pour cela, encore plus impressionnante. Hickok n'était pas un héros invulnérable.
C'était un homme qui connaissait ses armes, s'entraînait quotidiennement et comprenait que dans le Far West, une erreur pouvait être mortelle. Ses revolvers Colt Navy, ses petites armes de secours, ses fusils et son couteau n'étaient pas des parures. Ils étaient un système de survie. Le célèbre tir à 75 yards montrait ce qui le rendait vraiment dangereux. Calme, contrôle et expérience. Pas le fanfaronnage bruyant, pas la violence aveugle, mais la capacité à rester lucide au moment décisif. Au final, ses armes ne purent le sauver. Mais elles expliquent pourquoi il a survécu si longtemps. Wild Bill Hickok ne devint pas une légende parce que chaque histoire à son sujet était vraie. Il devint une légende parce que l'homme réel derrière les histoires était déjà assez dangereux. Si cette histoire de Wild Bill Hickok vous a surpris, restez sur cette chaîne, car le Far West ne se résumait pas qu'à des revolvers rapides et à des duels célèbres. Derrière chaque légende se cache une vérité, souvent plus sombre, plus dure et plus humaine que ce que les films montrent. Écrivez dans les commentaires si vous pensez que le tir d'Hickok à 75 yards était de l'habileté ou un peu de chance. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur les pistoleros, les hommes de loi, les hors-la-loi et les armes oubliées du Far West, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. La prochaine histoire vous attend déjà.